Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grande Bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Gutmann. Daniel Gutmann, professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Daniel Gutmann, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, première question rituelle, qui êtes-vous ? Difficile de répondre à cette question. Je dirais que je suis un passionné de droit et de théorie juridique qui a trouvé un terrain d'épanouissement dans le droit fiscal. Mais c'est une matière ardue, et c'est pour ça qu'elle est passionnante justement. C'est parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est abstraite, et parce que c'est du droit tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un droit qui est un peu méconnu par ceux qui, à l'université, l'enseignent et le théorisent. Vous êtes quand même un drôle de librius dans notre paysage universitaire. Je rappelle, vous ne l'avez pas dit, vous êtes trop modeste, mais vous avez fait HEC. Ensuite, vous faites une thèse sur l'identité. Et puis enfin, vous spécialisez sur le droit fiscal. Donc on se dit a priori, un parcours aussi atypique est le reflet de ce que finalement le droit fiscal n'est pas tellement une niche. Mais moi, je voudrais revenir sur votre thèse, sur l'identité. Est-ce qu'il vous en reste quelque chose aujourd'hui, alors que c'est un thème qui est encore si sensible ? Et avant de venir au fiscal, j'aimerais bien qu'on vous entende là-dessus. Alors aujourd'hui, ce qui me reste de ça, c'est le goût pour la théorie juridique qui a inspiré la thèse. Oui. Moi, ce qui m'intéressait dans cette thèse, c'était d'abord la rencontre entre le droit et la philosophie. C'était la rencontre entre l'individu et l'État, qui était un sujet qui m'intéressait énormément, et qui continue de m'intéresser parce que le droit fiscal met en présence l'individu et l'État. Alors évidemment, c'est l'individu pris en sa qualité de contribuable. Ce que j'avais essayé de démontrer dans la thèse, c'était qu'à une époque où finalement ce sujet intéressait assez peu les juristes, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de voir dans quelle mesure le droit prenait en considération la conception que la personne avait d'elle-même. Et ma démarche consistait à essayer de déceler dans le droit positif des indices de la prise en considération de quelque chose de très psychologique, au fond, qui est le sentiment d'identité. Puisque ma thèse, c'était le sentiment d'identité. Le sentiment, oui. Est-ce qu'on, comme ça, on aurait un exemple, vous auriez un exemple qui vous frappe pour illustrer votre propos sur le fait que le droit prend en considération quelque chose qui paraît très évanescent pour le juriste, qui est un sentiment d'identité. Il y a la prise en considération de la conception qu'une personne se fait d'elle-même à travers toute la réglementation du changement de nom, du changement de prénom, du changement de sexe. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'écrit sur ces questions. Non, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution du droit, quand on voit l'évolution de la société, j'ai l'impression que le travail que j'avais fait avait un côté un peu prémonitoire, mais j'imaginais pas un seul instant qu'on basculerait dans une société où la conception de soi est devenue centrale, alors qu'elle était encore assez marginale quand j'ai écrit ma thèse dans les années 90. Tout théoricien que vous êtes aussi un praticien. Et je pense que c'est important que vous nous disiez qui vous êtes comme praticien pour qu'on saisisse mieux qui vous êtes et votre réflexion ensuite. Oui, alors je suis un praticien un peu particulier, en ce sens que mon activité consiste essentiellement à interpréter des règles de droit dans des situations complexes où des avocats notamment ont besoin d'un second regard, de consultation au sens noble du terme, c'est-à-dire d'une réflexion sur l'état du droit dans une situation qui présente un certain degré de sophistication. Et il est vrai que le droit fiscal se prête très bien à ce type d'exercice, et je crois que pour l'universitaire que je suis, il est vrai que d'abord il est quand même un peu difficile d'écrire en matière fiscale si on n'a pas une certaine compréhension de son fonctionnement dans la vie réelle. Et puis la matière est d'une technicité telle qu'elle fait surgir des questions purement théoriques auxquelles on ne songerait pas, auxquelles je ne songerais pas si je n'avais qu'une activité de recherche. Et puis j'avoue, pour être tout à fait franc, que il y a un moment où j'ai souffert un peu du caractère très isolé de l'activité de recherche universitaire. Peut-être en droit fiscal, oui. Je voudrais rester sur, je dirais, cette double personnalité que vous êtes, à la fois théoricien et praticien, parce que, j'ai envie de dire comme par hasard, dans vos travaux théoriques, vous intéressez à un thème qui est à la croisée des deux, qui est l'interprétation. Alors, quand même, je vais le dire aussi, vous sortez un livre qui est au titre très élégant, « Sources et ressources de l'interprétation juridique », avec un sous-titre qui est témoin de votre modestie, études de droit fiscal, mais c'est
c'est certainement très intéressant, mais ce sont les sources et ressources qui nous intéressent. Et pourquoi, je l'ai laissé apercevoir, mais pourquoi ce thème de l'interprétation et pourquoi ce thème de l'interprétation finalement est à la croisée de votre parcours de théoricien et de praticien? Comment vous voyez ce... Alors, le thème de l'interprétation m'a toujours intéressé. Oui. Il fut un temps où j'enseignais la philosophie du droit. Alors, à Paris 1. Peut-être oui. Juste sur l'interprétation, donc là on parle de l'interprétation des textes juridiques. On parle de l'interprétation des textes juridiques. Donc il fut un temps où j'enseignais la philosophie du droit et le thème que j'avais retenu pour un séminaire que j'avais à Paris 1, c'était le thème de l'interprétation. Et là je l'étudiais avec les étudiants de façon très théorique, c'est-à-dire que on prenait des textes juridiques et puis je leur soumettais différentes façons de les interpréter. Et puis ensuite on remontait à la théorie. Et en s'appuyant sur quelques auteurs intéressants, de toutes époques, de toute culture juridique, j'essayais de leur montrer qu'il y avait un arrière-plan théorique à la question de l'interprétation. Oui, mais là, justement, c'est le problème, je vous interromps, mais c'est le problème des deux bouts de la corde, c'est-à-dire que sur l'interprétation, on a l'impression qu'on a effectivement une littérature théorique tout à fait conséquente, ouais. Et en même temps, une pratique qui est assez pauvre, et un lien entre les deux qui paraît très ténu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les uns théorisent, mais théorisent sans connaître la pratique, et que la pratique ignore finalement pratiquement toutes ces théories. Moi, ce que j'ai constaté dans la pratique, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que d'abord, beaucoup de praticiens s'interrogent sur la bonne façon d'interpréter les textes. Et cette interrogation me paraissait appeler une réponse. L'autre chose que j'ai découverte aussi, c'est qu'on vit avec des idées préconçues, des techniques d'interprétation. On vit environné de dogmes. Par exemple, le dogme selon lequel la loi claire n'a pas à être interprétée. Oui. Dogme qui est d'ailleurs de droit positif, oui. Parce qu'on en trouve des manifestations tangibles dans la jurisprudence. Et bizarrement, comme nous n'avons évidemment pas en France un code de l'interprétation, on a assez peu de développement sur ce que signifie, par exemple, le concept de loi claire, sur les conditions dans lesquelles il est effectivement permis de s'émanciper de la lecture littérale de la loi. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'observer le fonctionnement réel de l'interprétation. Vous parlez de cohérence horizontale, verticale et narrative qui guide l'interprète dans la compréhension des textes. Ça, j'aimerais bien que vous nous l'exposiez comme vous voulez. Alors, déjà, pour parler de ces concepts de cohérence, il y a une idée générale de cohérence du droit. Cette idée générale, ce qui m'a surpris, c'est de voir que dans le discours judiciaire, elle est extraordinairement présente. C'est une mise en scène du raisonnement juridique. Et quand on met bout à bout des dizaines et des dizaines de conclusions, on se rend compte qu'il y a quand même une cohérence remarquable dans cet ensemble. Et on se rend compte aussi, pour répondre à votre question sur ces questions de cohérence narrative, verticale et horizontale, que lorsque le juge ne trouve pas la réponse à la question qu'il se pose dans le texte, il va chercher un au-delà du texte. Et cet au-delà du texte, c'est le système juridique. Et pour lui, le système juridique, en tout cas à titre d'horizon, à titre d'idéal, présente une cohérence qui va guider la recherche de la solution. La verticalité, c'est une idée que tout le monde connaît, enfin que tout juriste connaît, c'est cette idée que pour interpréter une règle, il faut se référer à une règle de droit supérieur avec laquelle elle doit être mise en conformité. Donc le cas simple, c'est le cas dans lequel le juge interprète une règle de transposition d'une directive à la lumière de la directive dont elle constitue la transposition. Le dessous n'existe plus, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que le sens des mots n'est plus imposé par le langage juridique ou le langage ordinaire, il est imposé par un impératif hiérarchique. Oui, l'horizontalité. L'horizontalité, c'est cette idée qu'un texte n'est jamais isolé, tout linguiste sait ça, un mot n'a de sens que dans une phrase n'a de sens que dans un paragraphe, et ainsi de suite. Et alors que beaucoup de théoriciens ont décrit ce processus de remise en contexte d'un énoncé dans un ensemble, moi ce que j'ai voulu vérifier, c'est si c'était vrai. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que le juge fait ça? Et la réponse est clairement oui. Et replacer l'interprétation dans cet
environnement intellectuel censé être rationnel et cohérent permet de convaincre le destinataire de la décision du bien fondé de celle-ci. Vous parlez d'une cohérence narrative. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez par là, au-delà de l'élégance de l'expression? Alors, c'est pas moi qui ai inventé le concept de cohérence narrative. Ce que j'ai voulu vérifier, encore une fois, c'est cette idée selon laquelle le juge inscrit sa propre jurisprudence dans la cohérence de celle qui précède. Donc la théorie du roman du droit que Dworkin a mise en place et qui consiste à comparer le droit à un roman qui s'écrit en plusieurs chapitres, chaque juge venant compléter le chapitre d'avant avec un peu d'inventivité mais en même temps beaucoup de conservatisme, cette théorie me paraît parfaitement reflétée par le fonctionnement réel du système juridique. Donc tout juriste est un conservateur. C'est un conservateur qui se permet des petites doses d'invention de temps à autre. Moi, je me suis placé du point de vue du juge. Oui. Et je pense qu'à cet égard, il y a une vraie différence entre le juge et l'avocat. L'avocat, il ne doit pas être conservateur. Oui. Si je peux me permettre une anecdote. Oui. Ah bah oui, bien sûr, une anecdote. Lorsque je dirigeais le Master 2 droit des affaires et fiscalité à Paris 1, j'avais un jour proposé à un avocat bien connu dans le milieu de la fiscalité de venir parrainer une cérémonie de remise des diplômes. Oui. Et il avait dit aux étudiants, je n'ai qu'un message à vous faire passer, c'est qu'il faut que vous soyez toujours d'une immense humilité, mais il faut toujours aussi que vous fassiez preuve d'audace, c'est-à-dire que vous ne vous sentiez jamais contraint par les solutions existantes. Et le juge, il est un peu entre les deux, parce que le juge a un devoir de conservatisme, qui est une condition de la sécurité juridique, et en même temps il doit faire preuve d'audace parce qu'il rencontre en permanence des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il faut qu'il trouve une réponse qui soit nouvelle, sans être totalement imprévisible. J'ai l'impression que le droit fiscal pousse jusqu'à la caricature ce qu'on observe plus généralement, c'est-à-dire d'un droit dans lequel la loi compte de moins en moins, avec comme deux acteurs principaux, l'administration et le juge. Et qu'en quelque sorte, la loi et la souveraineté sont tombées dans un puits. J'exagère ou pas? J'aimerais vous dire que vous exagérez, mais je ne pense pas que vous exagériez. Donc ce qui nous sauve, c'est l'internationalité finalement. Oui, enfin ça nous sauve, si ce n'est que ça ne fait qu'accuser. Là aussi la marginalisation du Parlement dans la production de la norme. Disons qu'aujourd'hui, si on regarde l'évolution de la politique fiscale en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de moteurs. Et le moteur le plus spectaculaire, disons, c'est le souci de lutter contre l'optimisation et la fraude fiscale. L'idée qu'on a, vu de l'extérieur encore, c'est que le fisc court toujours après, mais qu'il a toujours un train de retard. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est une vision d'homme de la rue qui ne sait pas ce qui se passe réellement? Non, c'est pas une vision d'homme de la rue. Il est vrai que on voit souvent des dispositifs qui font l'objet de règles législatives à un instant où les montages qu'il s'agit de contrer ont déjà largement disparu. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tout praticien vous dira et qui, dans une large mesure, me semble exact. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de voir qu'il y a un phénomène de saturation des règles anti-abus, en ce sens que le législateur semble avoir pris conscience de l'idée qu'au fond, toutes ces règles anti-abus n'auront par la force des choses qu'une efficacité limitée, et qu'il faut agir sur d'autres leviers pour influer sur le comportement de l'entreprise. Il y a un levier qui est le levier réputationnel, communicationnel. On impose aux entreprises des obligations de transparence beaucoup plus fortes aujourd'hui que dans le passé. Et l'on compte en faisant cela sur cette idée que les entreprises étant obligées de divulguer, par exemple, les impôts qu'elles payent dans les différents États où elles sont implantées, et en particulier dans les paradis fiscaux, etc., les entreprises corrigeront d'elles-mêmes leur comportement. Et c'est une tendance assez contemporaine. Alors ça, c'est une tendance très contemporaine, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que les organisations non gouvernementales se saisissent aujourd'hui des publications fiscales des entreprises, scrutent ces publications qu'on appelle les publications d'impôts pays par pays, scrutent les publications annuelles que les grands groupes dévoilent, et demandent des comptes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
les grandes entreprises doivent rendre des comptes à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elles doivent non seulement présenter leurs comptes, mais elles doivent aussi justifier la politique, leur stratégie fiscale, etc. Et nous ne sommes, à mon avis, qu'au début de ce mouvement. Est-ce qu'il y a encore une place pour la recherche ? Alors avant la recherche, je dirais déjà même pour l'université française, est-ce qu'on a encore notre mot à dire sur ces questions ? Oui et non. L'université française est en fait pas très présente, il faut bien dire, au niveau international sur toutes ces questions-là, avec quelques nuances, parce qu'on voit apparaître aujourd'hui une jeune génération de personnes au sein de l'université française qui s'ouvrent aux recherches faites à l'étranger, qui participent à des recherches collectives, qui vont dans des colloques à l'étranger, toutes choses qui, il y a encore une quinzaine d'années, était assez rare. Donc l'université française pourrait être beaucoup plus présente au niveau international, et elle le pourrait d'autant plus qu'il y a en matière fiscale, en tout cas pour ceux qui intéressent la fiscalité internationale européenne, pour faire court, il y a une véritable communauté scientifique internationale. En Europe, il y a une association qui s'appelle la European Association of Tax Law Professors, dont j'ai l'honneur de présider le comité scientifique, et qui développe de véritables activités de recherche, organise des colloques chaque année, et participe aux travaux, par exemple, de la Commission européenne, sur un certain nombre de sujets. La production de normes à l'heure actuelle, aujourd'hui, elle est faite par l'OCDE et par les administrations fiscales réunies au sein d'un comité des affaires fiscales de l'OCDE. L'OCDE publie des appels à contribution sur un certain nombre de réformes très structurantes de la fiscalité. Ah, ça c'est important ce que vous dites. En fait, en Europe, ce qui est commun vient pour principale source d'inspiration l'OCDE. Oui, alors c'est même pas seulement en Europe, parce que l'OCDE, c'est aujourd'hui le législateur du monde, mais l'Europe suit ce que fait l'OCDE. À bien des égards, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet mais si c'est intéressant, c'est que l'Union européenne n'a pas une politique fiscale autonome aujourd'hui. L'Union européenne est un forum de transposition de décisions qui ont été prises par l'OCDE et par d'autres États qui composent ce qu'on appelle le cadre inclusif. Donc l'Europe s'est donnée pour mission de donner vie et de transformer en droit dur ce que l'OCDE produit comme droit mou. Et les universitaires peuvent jouer un rôle dans la conception du droit mou. D'accord, mais alors avant les universitaires dans la conception du droit mou, mais ça veut dire que finalement les questions fiscales ne sont pas des questions françaises. Les questions qui intéressent aujourd'hui les grands groupes de société sont clairement pas des questions de fiscalité française. On va terminer sur ce thème-là, mais on parlait de la place de l'université française. Bon, on n'est pas complètement disqualifié, mais enfin on a quelques longueurs de retard. Mais est-ce qu'il y a une place encore pour la recherche, ou est-ce que cette construction du droit fiscal à un niveau mondial n'est plus finalement qu'une affaire de politique, de diplomatie, et de moins en moins une affaire de recherche et de droit? Je crois que la politique fiscale échappe aujourd'hui très largement au champ de ce qu'on pourrait appeler une zone d'influence universitaire. Il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent sur les questions de politique fiscale. Je pense que leurs travaux sont très intéressants, mais que les chances d'aboutissement concret de ces travaux sont très faibles. En revanche, ce que les universitaires peuvent apporter, et ce qu'ils apportent effectivement, c'est une aide à la conception d'un certain nombre de règles. Si je peux donner un exemple qui me concerne au premier chef, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant un système d'imposition mondiale qui a été conçu sous l'égide de l'OCDE. Avec 3 collègues étrangers, tous de pays différents, nous nous sommes avisés du fait que le système construit par l'OCDE risquait de multiplier des cas de double imposition, de triple imposition, de multiples impositions. Sujet sur lequel l'OCDE n'avait pas du tout travaillé. Donc nous avons cru pouvoir faire un petit papier que nous avons envoyé à l'OCDE pour suggérer une méthode de résolution de ces problèmes. Nous constatons avec un certain plaisir que cette méthode a suscité l'intérêt et qu'aujourd'hui l'OCDE est en train de reprendre un certain nombre de nos propositions pour faire évoluer le droit. Et ça, je crois que c'est un travail d'universitaire, parce qu'il faut un peu de recul, un peu de temps, et puis effectivement ensuite il faut convaincre les bonnes personnes à l'OCDE.
Voilà. Et donc ça, vous le savez le faire. Bon, bah, vous avez encore un beau programme qui est à la fois de technicien, un travail de doctrine et puis un travail de théorie générale. Là, on a hâte de lire le prochain opus, peut-être au-delà de l'interprétation, sur la théorie juridique. On verra bien. Merci beaucoup, Daniel Gutmann. Merci à vous de votre invitation. Voilà, à très bientôt. Eh bien, nous nous retrouverons pour un prochain plateau de la Grande Bibliothèque la semaine prochaine. Au revoir.